Dans cette vidéo, je vais vous donner des éléments de correction du sujet de TP de robotique. Il y a un lien qui est donné dans le descriptif de la vidéo. Si vous cliquez dessus, vous arrivez sur une page Google Drive avec deux fichiers. L'un est une archive .zip qui contient tous les fichiers MATLAB Simulink nécessaires au fonctionnement de ce TP. Et l'autre est un PDF qui contient le sujet de ce TP. Ce TP est entièrement virtuel, simulé. Il nécessite uniquement une installation assez récente de MATLAB Simulink, si possible une version ultérieure à 2012. Et les deux seuls toolbox qu'il est nécessaire d'avoir, c'est donc MATLAB de base et Simulink. Lorsque vous ouvrez donc le sujet de TP, vous voyez le type de robot qui est simulé là, qui est étudié. C'est un robot plan à 3 axes. Et le sujet comprend 3 parties. Une première qui consiste à inverser le modèle géométrique de ce robot. Donc on cherche à atteindre avec la pince du robot un objet qui est représenté là dans l'interface qui simule le robot. Et la pièce disparaît lorsqu'on a positionné la pince de manière adéquate avec une précision qui est inférieure à 10 puissance moins 4, que ce soit des radians pour l'inclinaison ou alors des mètres pour la translation. La deuxième partie, qui est la partie 3 en fait, mais le deuxième travail qui est demandé de faire, c'est de calculer le jacobien inverse de ce robot. Donc il ne s'agit pas de tout reprogrammer, mais juste programmer une partie qui est laissée en blanc dans une MATLAB function ici, et donc de vérifier sur l'animation que lorsqu'on demande au robot de se déplacer suivant une ligne droite, qu'elle soit verticale ou horizontale, il réalise bien ce déplacement souhaité. Dans cette partie est aussi mis en évidence un problème qui est rencontré lors du passage des singularités, notamment une singularité interne où on observe un basculement de la configuration du robot coude vers le haut, coude vers le bas extrêmement rapide. Et donc il est proposé de mettre en œuvre la solution d'évitement de singularité qui est donnée dans le cours. Et la dernière partie du TP consiste à inverser numériquement le modèle géométrique de ce robot, comme il est indiqué dans le cours de robotique à la fin du chapitre 3, et donc de vérifier que cette inversion numérique conduit au même résultat que celui qui a été trouvé dans la partie 2 du TP. Donc voilà pour le plan, et maintenant place aux explications un peu plus détaillées des solutions des différentes sous-parties. Bon, alors quelques indications là pour la question du modèle géométrique inverse. Donc le problème c'est qu'on a un robot plan, mais c'est pas tout à fait la même géométrie que le robot plan qu'on a traité en cours et qui nous a servi d'exemple pour toutes les parties du cours, y compris pour le modèle géométrique inverse. Il se trouve que notre robot plan là du sujet, il a un axe supplémentaire, celui-ci. Mais dans la première question, donc modèle géométrique inverse, on vous impose ici un angle nul pour l'appréhension de la pièce. Ça veut dire que on veut que la pince soit horizontale lorsqu'elle saisit la pièce. Hein, donc c'est une contrainte sur l'angle de ce dernier corps. Et donc, connaissant cet angle, connaissant cette longueur ici qui est de 100 mm, on peut et connaissant la position à atteindre ici pour le centre de la pince, on est capable d'en déduire dans le repère de base la position de ce point-là. C'est la première étape. On veut être horizontal, on sait où on veut aller ici, on connaît la longueur entre ce point-là et ce point-là. Du coup, on a déduit la position à atteindre pour le centre de la troisième articulation. Ça, c'est la première étape. Donc, vous commencez par modifier le problème, c'est-à-dire modifier ces coordonnées à atteindre pour les transformer en coordonnées à atteindre, pas pour ce point-là, mais pour ce point-là. Première étape. Une fois que vous avez fait ça, et ça, c'est la même astuce qui va être utilisée pour le 6-axe anthropomorphe, je ne sais pas si vous vous rappelez, hein.
pour découpler les deux problèmes, on commence par se ramener au centre de la rotule. Et comme ensuite, de toute façon, quelle que soit la position de la rotule, ce centre ne va pas bouger, ça découple complètement les problèmes. Donc c'est un peu la même chose là. Une fois qu'on a les coordonnées à atteindre pour ce point-là, bah, le problème se ramène à un problème d'un robot à deux axes, plan, et donc exactement le problème qu'on avait traité dans le cours à cet endroit-là, hein, donc c'était ça, hein, ce problème-là, avec deux solutions, coude vers le haut, coude vers le bas. Hein, ça, c'est pas le centre de la pince dans votre cas, mais c'est le centre de la troisième articulation, mais c'est le même problème. Alors c'est sûr que peut-être les angles ne sont pas tout à fait définis de la même manière. Hein, donc il va éventuellement falloir faire des changements de variables pour se ramener à ces alpha et ces bêta, hein, à voir. Mais la démarche est exactement la même. Alors si vous avez noté les solutions ici, ça consistait à écrire le modèle géométrique direct de ce robot, à élever au carré les deux équations, à les sommer, à simplifier les expressions trigonométriques en utilisant sin carré plus cos carré est égal à 1, en utilisant cos A plus B égale quelque chose. Donc on se ramène finalement, on fait disparaître une des variables. Et on obtient cos bêta, dans votre cas cos Q2, égale une certaine valeur D qui doit normalement être inférieure à 1. Pourquoi inférieure à 1? Parce qu'il faut que ça soit atteignable. Alors ici c'est atteignable, hein. Le point que je vous demande d'atteindre, il est dans l'espace de travail, donc si vous avez un D qui est supérieur à 1, c'est que vous êtes trompé quelque part. Comme c'est cos de l'angle qui vaut une valeur, Arcos va donner deux solutions, c'est vos deux solutions, coude vers le haut, coude vers le bas. Une fois que vous avez trouvé la valeur de Q2, trouver Q1, c'est très facile, il suffit de réinjecter la valeur de Q2 dans les deux autres équations, comme c'est indiqué ici, et on obtient un système de deux équations à deux inconnus, et les inconnus, c'est le sin de l'angle et le cos de l'angle. Comme vous avez à la fois la valeur du sin et la valeur du cos, vous pouvez utiliser arc changeant 2 pour trouver de manière unique Q1. Voilà la démarche. Et ensuite, normalement, si vous n'êtes pas trompé, vous avez les valeurs numériques avec une précision suffisante qui permet de saisir ces valeurs dans les blocs et de faire disparaître la pièce. Alors pour ceux qui n'auraient pas encore trouvé donc, le modèle géométrique inverse, voici une des solutions, il y en a deux. Hein. Donc je vous rappelle, vous trouviez la position de ce point-là à partir de la position de ce point-là. Vous résolviez le même problème que dans le cours en l'adaptant un tout petit peu, et vous trouvez deux situations, coude vers le haut, coude vers le bas. Ça c'est la solution coude vers le bas. Vous voyez que la pièce disparaît. Et les valeurs numériques qui correspondent à cette solution sont les suivantes, avec 4 chiffres significatifs. Donc pour θ1, 0,4765, pour θ2, 0,4365, et pour θ3, moins 0,9130. Et vous vérifiez, chose importante, que la somme des trois angles est bien nulle. En effet, la somme des trois angles, c'est l'orientation de la pince. Et on veut saisir la pièce à orientation nulle. Donc ça, c'est une des équations qu'il faut vérifier. Et qui nous permet d'ailleurs de trouver θ3, hein, à partir de θ1 et θ2. Alors pour la troisième partie, on va vous demander de calculer un jacobien inverse. Le premier mouvement qu'on va vous demander de faire ne posera pas de problème. Il consiste à partir de la pièce qui a disparu et à descendre à une vitesse constante. Donc si jamais votre pince ne fait pas un mouvement parfaitement vertical en conservant l'angle du dernier corps parfaitement horizontal, c'est que vous avez un problème dans votre jacobien inverse. Ensuite, on vous demande de faire un autre mouvement, celui-ci. Donc je vais vous le zoomer, comme ça vous voyez bien. Donc c'est un mouvement horizontal, et à un moment là, il se passe un truc. Hein, vous voyez ce qui s'est passé, il y a eu une reconfiguration rapide au moment de passer au niveau de la singularité. Il s'agit d'une singularité interne. Il y a une infinité de solutions lorsque les deux bras sont repliés comme ça. Donc le gros travail de cette partie 3, ça sera de solutionner ce problème-là, hein, qui est le passage de la singularité. On va utiliser la méthode simple qui est énoncée dans le cours, qui consiste à éviter la singularité.
c'est-à-dire ne jamais envoyer les valeurs qui posent problème au calcul du jacobien inverse, mais rester au bord, disons, d'un intervalle suffisamment loin de la position qui pose problème. Encore faut-il isoler la position qui pose problème. Donc je ne vous en dis pas plus, vous regardez la partie cours qui traite de ça, qui vous explique comment faire, et vous essayez de l'implémenter dans la fonction jacob.m. Alors, petite précision par rapport à la simulation, là. J'ai pas mal de questions sur l'initialisation de la position du robot. Alors, c'est peut-être pas clair pour tout le monde, mais ici, là, et c'est peut-être pas clairement dit suffisamment dans le sujet, le robot est simulé par ce bloc intégrateur, là. Et c'est un robot parfait. C'est un robot pour lequel, en entrée, on donne les vitesses des articulations, et en sortie, on a l'intégrale de ces vitesses, donc quelque chose qui réagit instantanément. Et il se trouve que quand vous double-cliquez sur ce bloc, vous avez un champ ici, Initial Condition, qui apparaît. C'est la valeur initiale des sorties du bloc intégrateur. Et comme ce bloc intégrateur simule notre robot, on peut très bien y mettre les valeurs initiales des coordonnées articulaires θ1, θ2, θ3, sous la forme d'un vecteur tel que c'est indiqué ici. Alors j'ai aussi eu des questions par rapport à la singularité, à une erreur du script de la simulation lorsque vous la lancez, lorsque vous mettez 0, 0, 0 ici, qui est aussi la valeur par défaut. Ben, c'est tout à fait normal. Quand ici il y a 0, 0, 0, votre bras il est horizontal, il est en bout d'espace de travail. Il est singulier. Donc vous verrez apparaître dans le jacobien une ligne de 0. Si vous avez une ligne de 0, la matrice n'est pas de plein rang. Donc vous ne pouvez pas l'inverser. Donc c'est tout à fait normal qu'il vous sorte une erreur à ce moment-là. C'est pour ça que vous voyez ici, j'ai légèrement modifié cette position initiale pour que ça marche. J'ai mis un tout petit angle sur Q1, moins ce tout petit angle sur Q2. Ce qui fait que la pince reste horizontale, parce que la somme des trois angles vaut 0, mais au moins je ne suis plus tout à fait embuté, en bout d'espace de travail. Et quand je fais ça, eh ben, le calcul du jacobien n'est plus singulier, et donc il arrive à avancer. Alors pour ceux qui n'auraient pas encore trouvé le jacobien, voici la solution et l'explication qui va avec. Donc vous avez, il y a une erreur assez classique qui peut être faite, c'est de mettre 3 zéros ici. Hein, et le raisonnement, il n'est pas si absurde que ça, mais en l'occurrence, il conduit à une impossibilité. C'est de dire que les trois lignes de mon jacobien, c'est la vitesse suivant x, y et z. D'accord ? Sauf qu'on se récupère une ligne de 0, et si dans le jacobien on a une ligne de 0, on ne peut pas l'inverser. Il n'est pas de plein rang. Et après, si on réfléchit, on se dit, c'est pas très logique de vouloir imposer une vitesse de translation suivant z pour un robot plan. Un robot plan ne sait que translater suivant x, première ligne, suivant y, deuxième ligne, et il sait aussi tourner de manière perpendiculaire au plan du robot. Et donc la troisième ligne, là, où il n'y a que des 1, c'est en fait la relation entre les vitesses de Q1, Q2, Q3, enfin moi j'ai appelé ça θ1, θ2, θ3, enfin, on peut aussi utiliser le terme générique. La contribution de Q1 point, Q2 point, Q3 point sur la vitesse de la pince, hein, alpha point. Et donc, vu la situation, vu la géométrie de ce robot, chaque axe contribue avec un gain de 1 sur la vitesse de la pince. Hein. Du coup, on se retrouve avec une ligne de 1. Alors, pour trouver les deux premières lignes, là, il suffit de dériver le modèle géométrique de ce robot. Hein, donc, je vous rappelle, hein, il ne faut pas se tromper. Hein. Pour la translation, il faut faire la dérivée. Pour la rotation, il faut faire la composition. Hein. C'est ce qu'on a fait pour ce jacobien. Donc ensuite, dans ce script-là, bon, je ne vais pas tout de suite vous donner la solution, là je vous laisse un peu réfléchir, hein, vous avez encore le temps. Il va falloir rajouter avant ça un test pour éviter la singularité. Hein, et donc ce test consiste à tester la proximité de la variable articulaire, enfin de la valeur
qui pose problème, de la variable articulaire qui pose problème. Alors la variable articulaire qui pose problème, c'est la numéro 2. C'est lorsque le bras se retrouve complètement, le coude se retrouve replié. Donc ça correspond à θ2 est égal à soit pi, soit moins pi. Hein, c'est là qu'il y a une reconfiguration rapide, coude vers le haut, coude vers le bas. Et ce test-là peut être fait directement dans le script avec un if. Vous pouvez tester la proximité avec la valeur absolue et vous pouvez vous imposer. Alors là, c'est à vous de choisir. Hein, il faut le régler au plus petit hein, jusqu'à ce que ça marche. Donc c'est à vous de choisir un seuil, hein, une proximité, un epsilon, ce epsilon du cours. Hein, qui va vous définir la taille de cet intervalle autour de la valeur qui pose problème et qui consistera, donc cet algorithme, à bloquer la valeur θ2 aux frontières de cet intervalle, hein, de manière à jamais envoyer de valeur θ2 trop proche de la singularité, et cette singularité étant plus pi ou moins pi. Et comme ça, vous allez voir, enfin si ça marche, vous allez voir un mouvement de votre robot sans reconfiguration, coude vers le haut, coude vers le bas, rapide, hein, lorsqu'il passe aux alentours de la singularité. Mais potentiellement, avec une petite déviation de la trajectoire par rapport à l'horizontale qui serait l'idéal. Forcément, on envoie pour le calcul du jacobien une valeur qui est légèrement différente de la vraie valeur. Donc, la trajectoire opérationnelle, qui devrait être rectiligne, ne le sera plus tout à fait. Mais ça ne pose pas de problème. En tout cas, pour une phase, là il faut imaginer qu'on est dans la phase d'apprentissage du robot, où l'utilisateur a son pendant de manipulation et déplace le robot à la main. Ça ne va pas lui poser de problème s'il ne fait pas tout à fait une ligne droite. De toute façon, il a des outils de métrologie pour positionner le robot correctement par rapport à la pièce sur laquelle il veut travailler. Donc ça ne pose pas de problème. Et ensuite, le robot, de toute façon, une fois qu'il aura appris tous les points, ben, il répétera les points, et ça, il le répétera précisément, hein, avec la répétabilité de la mécanique. Donc, on évite cette reconfiguration, on évite aussi des catastrophes du type not a number, où le robot peut potentiellement faire absolument n'importe quoi, partir à fond, embuter sur des axes, et éventuellement détruire la mécanique. Donc, voilà l'objectif de cette partie-là. Alors, quelques éléments de réponse pour l'évitement de singularité. Vous voyez ici le code qui, pour le moment, est commenté dans mon script, qui réalise cet évitement. Alors, je vais vous l'expliquer. Donc, vous voyez qu'il est juste avant le calcul du jacobien. Donc, c'est bien en amont du calcul du jacobien, et en particulier de son inversion, qu'on réalise une modification de la variable articulaire qui pose problème. Quelle est la variable articulaire qui pose problème? On a dit que c'était la θ2. Ici, dans mon script, c'est la variable qui s'appelle T2. Alors, je définis une variable supplémentaire qui s'appelle threshold, qui correspond à mon intervalle de sécurité autour de la valeur qui pose problème. Pour moi, c'est 0,1 radian. Et j'ai deux tests. Un ici et un là. Le premier test détecte si on est à proximité de pi, donc c'est une des configurations bras repliés qui pose problème, et l'autre test détecte si on est à proximité de moins pi, enfin c'était dans l'ordre inverse. La première c'est moins pi, la deuxième c'est pi. Et donc, si on est proche, hein, donc si on est dans un intervalle de proximité inférieur à threshold, donc si on s'approche de soit pi, soit moins pi, avec un écart qui est inférieur à threshold, à ce moment-là, on modifie θ2, comme ça, dans un cas, ou alors comme ça, dans l'autre cas. Alors, moi, j'ai fait une petite amélioration, hein, c'est-à-dire... Vous voyez ici, je fige la valeur de θ2, hein, si on est trop proche, si on est à moins de threshold de la valeur qui pose problème, je fige la valeur θ2 à la borne qui est la plus proche de la valeur. Hein. C'est-à-dire, par exemple, ça c'est mon intervalle de sécurité.
je me déplace comme ça. Hein, donc là, je vais bloquer à la première borne. Ensuite, ça continue, la vraie valeur continue à se déplacer. C'est toujours bloqué. Si je suis plus proche de l'autre borne, eh ben, je le détecte et je me mets à l'autre borne. Hein. Donc c'est toujours la borne la plus proche qui est sélectionnée grâce à sa fonction signe. Et idem pour l'autre. Et donc quand je décommente ce test-là, décommenter, donc c'est ça, je sauvegarde, ça me fait normalement une gestion harmonieuse de la singularité. Donc au lieu de faire la reconfiguration, vous voyez, ça reste en haut. Alors, ce qu'il faut noter, alors je ne sais pas si vous l'avez vu, c'est que je vais vous le refaire, ça va assez lentement pour qu'on puisse le voir. C'est que aux alentours de la zone où il bloque la valeur de Q2, il y a un petit soubresaut. Hein, il ne va plus tout à fait en ligne droite. Bon, ça ne se voit pas trop, hein, mais c'est normal, hein, on ne peut pas l'éviter. C'est l'inconvénient de cette méthode qui est quand même la méthode la plus basique, facile à implémenter. Vous avez vu, je ne sais pas, 5-6 lignes de code, hein, mais qui a cet inconvénient de faire une trajectoire qui n'est plus tout à fait une droite. Lorsqu'on rentre dans cet intervalle plus ou moins 0,1, là en l'occurrence autour de θ2 qui pose problème. Donc voilà pour cet algorithme d'évitement de singularité. Pour la suite, si vous avez fini ça et si ça fonctionne, vous pouvez implémenter, maintenant que vous avez tous les morceaux de code, tous les petits bouts de code, vous pouvez implémenter la résolution numérique du modèle géométrique inverse. Donc dans la première question, vous aviez résolu ce modèle géométrique inverse de manière analytique, vous avez trouvé les deux solutions avec l'Arcos qui est soit positif, soit négatif. Je vous ai expliqué en cours que le jacobien, une des applications du jacobien, c'était aussi la résolution numérique du modèle géométrique inverse, avec pour avantage une optimisation qui fait une descente de gradient, et de ce fait, qui va vous donner la solution du modèle géométrique inverse la plus proche de la configuration de départ, donc celle qui consomme le moins d'énergie. Hein, c'est finalement celle qui vous intéresse. Donc vous allez programmer le schéma bloc du cours, hein, qui est indiqué à la fin du chapitre 3, dans les applications du jacobien inverse. Hein, donc vous avez un schéma bloc qui est dans le cours. Vous devez l'implémenter, donc vous rajoutez un comparateur ici. Vous mettez un bloc de consignes de ce type-là, mais à l'intérieur, il y aura la position à atteindre, et la position à atteindre, c'est celle de la partie 2. Hein. C'est la position 0,7, 0,6 ou 0, là. Hein. Et vous comparez à la position courante, et vous envoyez ça au jacobien inverse de manière à ce qu'il aille en ligne droite vers la position à atteindre. Mais pour la contre-réaction, il vous faut programmer un modèle géométrique direct. Hein, c'est dans le cours. Et pour programmer ce modèle géométrique direct, vous inspirez de ce bloc-là. C'est exactement pareil. Vous faites copier-coller de ce bloc. Vous renommez évidemment. Le script à l'intérieur, au lieu de l'appeler jacob.m, vous l'appelez par exemple mgd.m pour modèle géométrique direct. Et à l'intérieur, vous mettez le calcul du modèle géométrique direct que normalement vous avez déjà dû faire. Hein, parce que pour calculer le jacobien, normalement, il faut le modèle géométrique direct. Hein. Et si vous avez tout bien programmé, vous verrez votre robot qui va converger vers la position à atteindre. Alors ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le vrai robot, il ne va pas faire ce mouvement-là. Hein. Ce qu'il faut comprendre, que ce que vous allez programmer là, c'est l'algo d'optimisation. Donc un truc qui va tourner, que vous allez pouvoir programmer autrement qu'avec Simulink, hein, en C par exemple, ça va tourner jusqu'à ce que vous soyez assez proche de la position à atteindre, de manière à ce que l'écart entre la position à atteindre et la position courante de votre algo d'optimisation soit inférieur à un certain seuil. Et une fois que ça a convergé, vous prélevez la valeur dans le bloc là intégrateur qui simule le robot, qui émule le robot, et ça vous donne les coordonnées articulaires, solution du modèle géométrique inverse. Hein. Donc il faut bien comprendre que contrairement à ce qu'on a fait jusqu'à présent, c'est bien le robot, le vrai robot fera à peu près ce que vous lui avez fait faire avec des translations dans l'espace opérationnel, en horizontal ou en vertical.
Là, maintenant, dans cette dernière question, ce que vous allez programmer, c'est quelque chose qui va tourner en interne dans la commande, mais qui ne va pas faire bouger le robot à chaque itération. C'est un algo d'optimisation que vous allez programmer sous Simulink. Et après, pour le fun, la toute dernière question, c'est de programmer, d'étendre cette résolution de modèle géométrique inverse à une trajectoire. Et cette trajectoire, c'est une trajectoire qui est décrite, où vous tournez autour d'un point dans l'espace de travail. Alors vous verrez aussi le mouvement du robot, c'est ça qui est un peu ludique dans ce TP, mais là il faut aussi imaginer que derrière il y a un algo qui, au lieu de faire une seule résolution pour un seul point, va faire la résolution à la volée pour toute une série de points. Là aussi il faut veiller à ce que l'erreur de traînage de ce que vous allez implémenter soit suffisamment faible pour que les différents points de la trajectoire soient suffisamment précis. C'est comme ça qu'il faut le comprendre. Ok, donc il reste à peu près... Bon, normalement, ça finit à moins le quart, mais enfin bon, si vous allez jusqu'à 18h, c'est pas un problème, donc il vous reste à peu près 3 quarts d'heure pour implémenter la fin. Essayez, si vous ne l'avez pas fait, de rapidement faire l'évitement de singularité, ça c'est quand même un point important, vous avez toutes les billes là maintenant, normalement. Et programmer aussi, vous avez largement le temps, je pense, pour programmer la résolution numérique du modèle géométrique inverse, qui est quand même quelque chose d'assez intéressant et pertinent aussi par rapport aux applications pratiques. Ah oui, il y a un autre truc, pour faire la trajectoire, il y a un petit truc qu'il faut savoir, c'est qu'il faut utiliser le bloc qui s'appelle clock. Il vous faut une base de temps pour faire la trajectoire. Et cette base de temps, sous Simulink, vous l'obtenez au moyen du bloc clock, qui va vous sortir le temps de la simulation. C'est lui qui va vous cadencer votre trajectoire. Donc voilà la solution pour le modèle géométrique inverse résolu numériquement. Donc vous avez la position à atteindre là qui correspond aux coordonnées x, y de l'objet à atteindre et 0 parce qu'on veut le saisir à pince horizontale. On met ça dans un multiplexeur et on l'envoie en entrée d'une routine d'optimisation qu'on a codée sous Simulink. Donc la seule chose qu'il fallait rajouter ici, c'est ce bloc modèle géométrique direct dont on s'inspire fortement du bloc jacob.m pour le réaliser. Et à l'intérieur de ce bloc, on a ce genre de code. Donc simplement le modèle géométrique direct du robot avec des relations relativement simples que vous avez établies probablement lorsque vous avez calculé le jacobien. Et donc quand on exécute cette optimisation, le robot converge vers la pièce relativement rapidement, mais vous pouvez, chose importante, régler la vitesse de convergence. Ici, pour le moment, j'ai un gain 1. Vous voyez que je n'ai pas mis de gain en fait, donc c'est comme si j'avais un gain 1, mais je pourrais très bien mettre un gain 10, un gain 100, un gain 10 000 si je voulais. En théorie, c'est toujours stable. C'est un système du premier ordre, il y a un intégrateur dedans, la marge de phase est toujours de 90 degrés en théorie, et donc en théorie ça serait toujours stable, sauf qu'il y a des problèmes de quantification, d'échantillonnage de MATLAB. MATLAB va réaliser un pas de quantification temporelle qui est adaptatif d'ailleurs, qui, au-delà de certains gains, je n'ai pas essayé, je n'ai jamais mis 1 million, mais j'imagine que si, au-delà d'une certaine valeur, il va y avoir des problèmes numériques qui vont conduire à des instabilités. Donc c'est à vous de tester. Mais c'est clair qu'on a tout intérêt à aller le plus vite possible dans cette optimisation pour consommer le moins possible de ressources CPU. Parce qu'il ne faut pas oublier que ce calcul-là devra être réalisé en temps réel à la fréquence d'échantillonnage du contrôleur de robot. Et une fréquence typique de ces contrôleurs, c'est 2 kHz. Donc on a à peu près 500 microsecondes, au grand maximum 500 microsecondes pour réaliser ce calcul-là. Donc il faut que ça aille vite, et il ne faut pas qu'on fasse des itérations inutiles. Clairement, là, avec un gain de 1, je pense qu'il y a trop d'itérations. Si on faisait le décompte du temps CPU nécessaire pour faire le calcul avec un gain de 1, je pense qu'on exploserait tout, quoi.